Jocelyne et Jean-Paul, merci de nous accueillir à Notre-Dame-du-Pré, aux Plaines. On sait qu'on peut avoir le quorum parce que maintenant tout le monde a compris que la salle était ici et pas quelques kilomètres plus haut. Ça, c'est pas gentil. Ah non, non, c'était une remarque de portée générale. Tu te stigmatises, mais non, pas du On va commencer notre conseil communautaire en accueillant Sonia Koutaz, qui nous vient de la PTV, qui est, vous la connaissez tous, parce que Sonia, ça fait 21 ans qu'elle est à la PTV. Enfin, en tous les cas, elle était au CGD il y a 21 ans, elle a grandi dans la structure. Pour parler ce soir du programme Leader, alors TAM qui veut dire Tarentaise, Arlisère, Maurienne. Et le petit clin d'œil de ce point ce soir, c'est que Jocelyne préside le GAL, qui est le groupe d'action locale qui est associé à ce programme Leader. Et donc, ce que je vous propose, c'est de donner la parole tout de suite à Sonia pour qu'elle puisse nous faire une présentation de ce sujet avant qu'on rentre dans nos points de délibération. Merci. Je ne suis pas habituée, pardon. Donc bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter le programme Leader. Alors je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà un petit peu. Il y en a quelques-uns autour de la table. Voilà, je vous propose à peu près un quart d'heure de présentation et puis après je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors déjà, Leader, ça veut dire quelque chose. C'est un acronyme qui veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Et c'est un programme qui va mobiliser du FEADER. Et alors le FEADER, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est autorité de gestion du FEADER. Et donc c'est le fonds qui va financer le programme Leader. Ça c'est le territoire. Désolée, ça commence. Ah oui, si vous voulez éteindre la lumière. Il faudrait éteindre un peu la lumière. Ouais. Donc, c'est pas la peine d'être trop près. Je suis trop près. Là, comme ça, c'est bien ? Ok. Pardon. Donc là, c'est le territoire qui mobilise le fonds Leader à l'échelle d'Arlisère, Tarentaise et Maurienne. Et donc, on est au total 11 EPCI, donc 10 comités de communes et une comité d'agglo à Arlisère. C'est un territoire qui fait à peu près 70% du département de la Savoie, 4400 km². On réunit 122 communes et environ 155 000 habitants. Quelques dates clés par rapport à ce programme Leader. Donc on a déposé une candidature commune Tarentaise, Arlisère, Maurienne fin décembre 2022. On a su qu'on était lauréat en mai 2023. Il y a eu un premier comité de programmation qui a été organisé en octobre. Et c'est lors de ce comité de programmation que Jocelyne a été élue présidente du groupe d'action locale Leader à l'échelle Tarentaise, Arlisère, Maurienne. Ensuite, on a signé une convention avec la région en décembre, ce qui a permis de démarrer officiellement la programmation. Et à la suite de quoi, on a publié des appels à projets début janvier. Un petit point d'étape, ça peut être intéressant que vous ayez ça en tête. Donc à ce jour, on a rencontré à l'échelle du grand territoire 82 porteurs de projets différents. On a discuté de 128 projets, mais à ce jour, il n'y a eu que 3 projets qui ont été déposés en ligne. Alors c'est du coup bien réparti, puisqu'il y en a un en Maurienne, un sur Arlisère et un pour la Tarentaise. Mais c'est quand même pas beaucoup. Alors on se pose pas mal de questions. Oui, les programmes européens, c'est compliqué. Après, on est là, on est toute une équipe. Donc moi, je suis là pour la Tarentaise. La PTV est chef de file pour l'ensemble du territoire. Et après, j'ai des collègues côté Arlisère et côté Maurienne qui font aussi le travail d'accompagnement des porteurs de projets. Donc on est vraiment là pour aider, pour que le dossier aille jusqu'au bout. Et après, on les instruit. Potentiellement, on aura 2 nouveaux dossiers qui vont arriver. Un qui est porté par la commune de Bourg-Saint-Maurice. Et puis un autre par le groupement de défense sanitaire de la Savoie qui présente un projet sur l'ensemble du territoire Tarentaise, Arlisère, Maurienne. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des projets. Après, je vous expliquerai les thématiques éligibles. Voilà. L'enveloppe, alors c'est peut-être aussi pour ça que ça peut freiner. On n'a pas une énorme enveloppe. On a un petit peu moins de 2,3 millions de FEADER. Bon,
Voilà, c'est une enveloppe qui est répartie sur 4 années, puisqu'on a dit 2023-2027, mais réellement on démarre en 2024. Et puis on a fait une répartition entre différentes fiches actions. Voilà, alors, de quoi parle ce programme Leader? Donc déjà, la stratégie qui a été adoptée, elle s'appelle « Anticiper et s'adapter pour vivre nos montagnes à l'année ». On a ouvert 6 appels à projets, donc 5 qui sont thématiques et un qui est dédié à l'animation Leader. Des appels à projets annuels, donc du 1er janvier au 31 décembre. On peut déposer les dossiers au fil de l'eau, il n'y a pas de date butoir intermédiaire. Et puis en 2024, on a fait le choix de tout ouvrir, toutes les thématiques, sauf la coopération. Et on fera un point en fin d'année pour voir si c'était pertinent de tout ouvrir ou pas, et si on a la possibilité de fermer certaines thématiques ou des types de dépenses par exemple. Voilà, donc ça veut dire que globalement, tous les porteurs de projets ont jusqu'au 31 décembre 2027 pour déposer un dossier. Après, on peut solder plus tard, 2028-2029, c'est bon. Les règles communes de chaque appel à projet, déjà, qui est éligible? En gros, quasiment tout le monde, à part les particuliers. En fait, il faut avoir un numéro SIRET. Donc, collectivité, association, entreprise. Les dépenses éligibles sont aussi très, très larges. On finance des actions d'animation, de création, de diffusion culturelle, artistique, communication, formation, études, voilà, enfin, jusqu'à du matériel, équipement, aménagement, travaux. Il y a des règles quand même, par contre, c'est l'Europe, hein, donc il y a des règles très particulières sur les frais de personnel, s'il y a des forfaits, il y a des dépenses inéligibles. Bon, après tout ça, c'est du cas par cas qu'on voit ensemble quand on analyse chaque projet. Au vu de l'enveloppe qu'on avait, on s'est obligé avec les membres du COPROC de définir des montants plafonds. Alors déjà, il y a un montant de plancher de dossier. En dessous de 5 000 € hors taxe, c'est pas la peine de déposer un dossier de demande d'aide auprès de l'Europe parce que c'est tellement compliqué que... Et déjà 5 000 c'est quand même bas. Donc l'idée c'est d'aider les petits porteurs de projets. Mais voilà. Ensuite, le plafond, on plafonne à 100 000 € hors taxe pour des dépenses d'investissement et 60 000 € hors taxe pour des dépenses de fonctionnement. Ça, c'est le plafond des dépenses totales. Après, on applique un autre plafond qui est le plafond de l'aide FEADER, où là, on dit qu'il n'y aura pas plus de 40 000 € de FEADER pour des dépenses d'investissement et 25 000 pour des dépenses de fonctionnement. À côté de ça, bien sûr, il peut y avoir d'autres cofinanceurs, comme le département, la région, les autres collectivités. Voilà. Et l'autofinancement, alors là, c'est un autofinancement minimum, hein, je dis bien minimum, il peut être plus important. 20% obligé pour tous, de manière générale, exception faite des associations où il a été proposé qu'elles ne financent qu'à 10% d'autofinancement minimum. Voilà, là je vais arriver sur qu'est-ce qui est éligible au sein de notre programme. Alors sur les 5 appels à projets thématiques, il y en a un qui est lié au tourisme, avec les objectifs de créer, révéler, promouvoir des offres toute l'année, faciliter le parcours visiteur et élargir les clientèles, proposer un tourisme inclusif avec priorité aux jeunes et à la population de proximité. Juste pour info, on a fait un point avec, par exemple, ma collègue Hélène, qui a aussi un programme qui va aider les actions touristiques, l'espace valléen, pour essayer justement de nous positionner là où l'espace valléen n'allait pas, pour qu'on soit complémentaires. Alors, donc, globalement, sont éligibles des actions qui permettent de créer des offres touristiques visant la mise en réseau des acteurs économiques locaux et des aménagements existants, mettre en valeur et développer les activités de pleine nature, coordonner en intersaison l'ouverture d'équipements et d'infrastructures touristiques, conforter et développer l'agritourisme. Développer des services annexes pour faciliter le parcours visiteur, comme une bagagerie par exemple. Renforcer et développer l'accueil de nouveaux publics. Mettre en place des offres touristiques plus accessibles à la population permanente, favorisant la mixité sociale. Le programme Leader n'ira pas financer des actions qui relèvent du tourisme neige et glace, tourisme hivernal globalement. Ensuite, on a un appel à projet qui est globalement dédié à l'emploi, avec les objectifs de favoriser l'émergence et la pérennité des activités économiques, en particulier celles qui ont un fort impact social et environnemental, rendre les métiers en tension attractifs et l'offre de formation accessible, conforter et dynamiser le commerce et l'artisanat, avec des opérations éligibles qui permettent de favoriser le développement de lieux à usage multiple, collectifs ou mutualisés, favoriser l'installation et la viabilité des TPE-PME,
promouvoir et étoffer l'offre de préformation et de formation et les délocaliser au plus près du public et accompagner vers l'emploi et promouvoir les métiers en tension. Voilà. Ensuite, on a un appel à projet dédié au centre-bourg. Alors, quand on dit centre-bourg, on a dû serrer quel centre-bourg. Ne sont pas éligibles l'ensemble des communes. C'est les communes qui ressortent comme centralité dans les SCOT. Donc, globalement, en Tarentaise, c'est Bourg-Saint-Maurice, M, Aigues-Blanches, Moutier-Salins et Vauzelles. Et puis de la même manière sur Arlysère et en Maurienne, il n'y a aussi que quelques communes. Donc là, l'objectif c'est de moderniser et améliorer l'espace public. Et sont éligibles l'accompagnement du processus de concertation, la rénovation et l'aménagement du tissu urbain et mettre en valeur le centre-bourg et ses commerces. Alors, on va être très modeste, hein, vous avez noté l'enveloppe maximum de FEADER de 40 000 €. Avec ça, on ne peut pas aller bien loin, mais bon, on peut quand même participer à certains aménagements, de la désimperméabilisation, de la végétalisation par exemple, enfin, voilà, signalétique. On a un appel à projet plutôt tourné autour de l'offre de services au public, avec l'objectif de renforcer l'offre de services alliant proximité et lien social, encourager les activités liées à la culture et au patrimoine et améliorer l'accès au logement. Donc là-dessus, on rend éligible des actions qui permettent de développer et promouvoir une offre culturelle et patrimoniale pour tous. Donc là, c'est très large. Mettre en place et renforcer des services itinérants. Expérimenter des formes d'habitat permettant de garantir un logement accessible pour tous. Par exemple, il y a un projet d'habitat partagé ou habitat participatif à Bourg-Saint-Maurice. On peut les accompagner. Créer, renforcer ou mettre en réseau des espaces liés à l'animation de la vie sociale, au mieux vivre ensemble, au partage des savoir-faire et des compétences. Accompagner les initiatives portées par les professionnels de santé, et notamment en créant du lien avec le contrat local de santé tarentaise. Mettre en place ou renforcer des structures de mode de garde d'enfants complémentaires aux dispositifs conventionnels. Et assister les aidants, accompagner les personnes pour le maintien à domicile et favoriser le développement de services sanitaires et sociaux. Voilà, et puis le dernier appel à projet thématique, améliorer les capacités d'adaptation du territoire face au changement climatique. Donc là-dessus, on a plusieurs objectifs, la question de la mobilité, voilà, accroître la capacité d'action sur l'ensemble des enjeux énergie, climat, qualité de l'air, sobriété, énergie renouvelable, et mieux connaître la biodiversité, les ressources et les milieux naturels, pour mieux les valoriser. Là-dessus, on rend éligible la mise en place et le développement de modes de transport moins émissifs en gaz à effet de serre, pour le transport des personnes, mais aussi des marchandises. Répondre aux enjeux de la rénovation énergétique. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, l'APTV va déposer le dossier Coach Rénov qui permet d'aller accompagner les particuliers en maison individuelle ou en copropriété sur la rénovation énergétique. On est plus dans une action de fonctionnement. On n'ira pas financer de la rénovation nous-mêmes, mais comment amener les gens à faire cette rénovation. Et puis des actions de sensibilisation sur la thématique de la transition, de la qualité de l'air. La montée aussi en compétence des entreprises sur la question de la rénovation énergétique et l'installation des énergies renouvelables. Et puis le volet biodiversité, donc valoriser la biodiversité et prévenir les conflits d'usage qui se multiplient quand même rapidement. Viser l'économie de la ressource en eau, et puis il y a aussi un volet paysage et patrimoine naturel. Voilà, et donc bon, là c'est très synthétisé. On a créé un site internet dédié, comme on est 3 structures différentes, Arlysère, Syndicat de Pays de Maurienne et APTV. On a créé un site très simple, leader-tam.fr. Et là-dessus, tout est expliqué. Et si vous souhaitez voir vraiment, si vous avez un projet en tête et voir s'il est vraiment potentiellement éligible avant de me contacter, il suffit de cliquer sur l'onglet appel à projet. Et là, vous aurez l'ensemble des appels à projet qui se dérouleront. Voilà. Et peut-être rapidement pour conclure, comment ça se passe quand on dépose un dossier, le circuit d'un dossier. Donc déjà, le préalable hyper important, c'est de faire un point avec l'équipe leader. Donc en Tarentaise, ça sera avec moi, pour vérifier déjà si l'opération que vous avez, le projet que vous avez est bien éligible.
Et puis travailler sur le plan de financement, parce qu'il y a des règles un peu complexes avec des règles 1 pour 4 par rapport à l'appel du FEADER. Enfin, voilà, tout ça, moi je vous expliquerai comment ça marche. Et puis la liste des pièces à fournir, qui peut être un peu longue. Ensuite, il faut déposer son dossier. Donc maintenant, la nouveauté, c'est que c'est tout dématérialisé. C'est en ligne. Donc ce que je propose, c'est pour une première fois, c'est de le faire ensemble parce que ça peut être piégeux. Après, vous pouvez démarrer les dépenses dès que vous recevez un accusé réception. Par contre, c'est à vos risques et périls puisqu'il n'y aura pas encore eu sélection du dossier. Parce que la sélection du dossier, elle intervient après. Donc il y a un passage en comité d'audition. Quand on portait, nous, tout seul, avant le programme leader, on faisait tout d'un coup. Audition, sélection, programmation, on faisait ça à Moutier, à la MCI. Maintenant, c'est un petit peu différent parce qu'on est grand. Donc on va d'abord auditionner chacun de notre côté, Saint-Jean-de-Maurienne, Arlysère, Moutier. Voilà. Donc là, on demande au porteur de projet de venir et défendre son projet. Et ensuite, il y aura un passage en sélection, tous ensemble à Albertville, en comité de programmation. Et donc là, il y aura un rapporteur qui présentera le projet. Il n'y aura plus le porteur de projet qui viendra. Et il y aura une notation sur une grille de sélection au regard de différents critères dont j'ai mis la liste ici. Voilà, et c'est hyper important d'argumenter en quoi le projet que vous portez, il a un aspect innovant, il est fait de manière partenariale, il a une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, il prend en compte la transition écologique. Enfin, et tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler aussi ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Sonia, de toute façon, c'était obligé que ça arrive. C'est mal payé, mais c'est assez ouvert. Oui, non, mais on se rend compte qu'il y a des vrais potentiels derrière Leader. Il faut penser à aller les capter. Et puis, il faut avoir effectivement la conscience de la volumétrie de ce qu'on peut aller chercher. Il ne faut pas s'attendre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être que vous souhaitez poser à Sonia? Moi, je voudrais juste souligner le gros travail quand même que font Sonia, Maud et Myriam pour accompagner, quoi. Et il ne faut vraiment pas que les futurs porteurs de projets hésitent à aller les voir parce qu'elles ont une réelle compétence et c'est vraiment très très important. C'est vrai que ce qui doit freiner un petit peu, c'est du coup de déposer en ligne, parce que ça c'est nouveau et c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que avant, c'était pas, on ne répondait pas à des appels à projets. Donc en fait, les anciens porteurs de projets n'avaient pas l'habitude de ça. Répondre à un appel à projet, c'est différent aussi, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est obligatoire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc voilà. Et c'est vrai que ce temps, donc on a prévu des comités d'audition pour pas que le copro soit trop important, parce que du coup, sur un territoire qui est très grand, c'est plus compliqué. Donc on va écouter les porteurs de projets en comité d'audition, mais d'une manière très, je dirais, plus simple, plus facile, plus informelle. Il n'y aura pas de notation et autres, et donc ce sera plus facile aussi pour les porteurs de projets. Bon, vous avez plein de personnes qui vont vous voir quand même, mais qui ne vont pas au bout en fait, parce que c'est quand même complexe. Alors après, peut-être qu'ils vont aller au bout, mais par exemple au cours de l'automne. Moi je crains aussi une arrivée massive de projets, le temps que ça mûrisse. Et d'un coup, 30 projets d'un coup, c'est très probable. Parce qu'il y a aussi pas mal de collectivités qui sont venues nous solliciter et ils ont les moyens voilà, humains pour aller déposer un dossier comme ça. Donc il y a aussi ça. Et alors attention, malgré tout, premier arrivé, premier servi, hein, ça c'est sûr. Donc même s'il y a cette fameuse grille de sélection qui va quand même dire à certains projets, bah non, vous n'êtes pas vraiment dans le cadre, si globalement tous les projets sont pertinents et rentrent dans le cadre, je ne suis pas sûre qu'il reste encore de l'argent en 2027. Donc voilà. Donc il faut dégainer tout de suite. Bah, Bon, donc Sonia, vous pouvez la trouver à la PTV et elle reste à votre dispo pour toutes les questions qui ne seraient pas là aujourd'hui. S'il y en a, vous pouvez d'ores et déjà les poser. Et puis sinon, vous la retrouvez à la PTV pour accompagner les dépôts des dossiers. Voilà. Enfin, pour prendre les renseignements en amont et déposer ensuite les dossiers. C'est bien de procéder comme ça parce que ça permet
ne pas déposer dans tous les sens ou sur des peines perdues, quoi. Voilà. Des remarques pour Sonia, des questions? Très bien. Ben, Sonia, on va vous libérer. Alors, vous pouvez rester avec nous, hein, si vous voulez, mais on vous libère aussi, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, en tout cas. On doit nommer notre secrétaire de séance pour aujourd'hui. Mappy, c'est toi qui souris le plus. Tant pis. Allez, on a approuvé le PV de notre réunion du 26 mars dernier. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur le sujet? Je considère qu'il est approuvé de tous. Je vous remercie. Guillaume, tu étais le secrétaire de séance, il n'y avait pas de remarques particulières? Bon, il y a beaucoup de pages. Ok. Merci beaucoup, Sonia. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que au point... Où est-ce que j'ai mis ça? Au point 9, au point 11, pardon, après le point 11, on puisse rajouter un point concernant le projet de Salins, enfin pas le projet forcément de Salins, mais en tout cas le projet qui concerne Salins et les anciens termes de Salins, avec une demande de subvention, si ça vous convient, on peut rajouter ce point après le point 11. Il y avait des décisions qui ont été prises entre le 16 mars et le 16 avril, ainsi qu'au bureau du 16 avril. Ça vous a été diffusé. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous souhaitiez revenir? Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions que vous souhaitiez formuler? Je considère donc que tout est approuvé. Merci. Au point numéro 4, on a à évoquer un avenant à la convention de service unifié avec le centre aquatique du Morel, avec Jean-Paul. De manière très simple, ce qu'on peut vous dire, c'est que le service unifié du Morel, comme les services unifiés que nous portons du côté de Cœur de Tarentaise, sont des sujets qu'on fait évoluer par avenant, s'agissant des charges qui sont prises en compte. C'est notamment les aspects de ressources humaines. Et le point, de manière très synthétique, qui nous intéresse ce soir, c'est de revisiter la part des emplois des agents territoriaux qui sont concernés par le service unifié du Morel. Vous voyez, il y a 2,5% de DGS, 20% de DGA, 20% de DRH, 20% de DST, etc. etc. Ce qui permet du coup d'ajuster les coûts en conséquence de ce qui a été constaté. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? Jean-Paul, c'est fidèle à ce qu'on a à dire sur le sujet. C'est bon pour tout le monde, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. On a ensuite une convention financière à intervenir pour la rénovation énergétique du gymnase Tartara. C'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. On constate les travaux qui ont été réalisés et une convention qui nous permet de répartir les coûts du reste à financer entre la CCVA et nous à 77 178 € hors taxes chacun, et ça concerne les travaux de rénovation énergétique de la tranche 1. C'est ça. Sachant que le gymnase Tartara, comme vous le savez, est en service unifié. Donc c'est pour ça qu'on demande à la CCVA de nous aider. Et compte tenu de subventions qu'on a reçues du Fonds vert, eh bien, le montant total des travaux qui restent, c'est à 154 356. Donc la moitié, c'est 77 178 que l'on propose à la CCVA de financer. Voilà, donc... Nous, on a déjà financé, donc c'est la part qu'on leur refacture. Voilà. C'est 50% du reste à financer. Emmanuel? C'est uniquement sur l'année 2022. Les travaux de cette année en 2024 seront attribués à la CCVA quand ils seront réalisés, comme ça on aura le montant exact. Voilà. Ce sera l'objet d'un avenant 2, voire un avenant 3. Oui, ou une nouvelle convention, ça sera à voir avec la CCVA, mais là c'était vraiment sur 2022.
On avait une subvention non prévue, c'est pour ça que le montant reste inférieur à ce qui était prévu en 2022. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, il y a eu ce financement complémentaire. Et la délibération ne le dit pas, mais c'est aussi cette subvention complémentaire pour nous l'objet d'avoir précipité les travaux du machin d'escalade, comme on dit. Non, justement, c'est pas le rocher, le mur, voilà. Le mur. Bien, sur cette délibération concernant la rénovation du gymnase Tartara, des remarques, des oppositions, des abstentions. Merci. On poursuit avec une convention d'objectifs à intervenir avec l'entente sportive de Tarentaise. C'est le point 6. Comme vous l'avez vu, au-delà d'un certain montant, on est appelé à mettre en œuvre une convention d'objectifs avec les associations. C'est précisément le cas s'agissant de l'EST, ce qui permet de définir les conditions selon lesquelles on a un partenariat qui se met en œuvre. Dans cette convention, on rappelle donc quels sont les objectifs qui sont assignés à l'EST. J'y reviens pas, vous avez la convention vers vous. L'objectif, c'est évidemment autour de l'utilisation des locaux et les valeurs mises en œuvre pour le développement du sport et du foot en particulier sur notre territoire, et puis de porter l'image de notre territoire. On rappelle aussi qu'ils auront à nous rendre compte de la manière avec laquelle ils ont fonctionné, des actions qu'ils ont mises en œuvre, et de nous faire connaître leurs comptes. Et parallèlement, la communauté de communes s'engage à verser une subvention. C'est l'enjeu particulier pour nous de cette délibération, en sachant que là, ici, ce n'est pas l'objet de la subvention, puisque la subvention, on l'a votée au précédent conseil communautaire, au même titre que toutes les subventions qui sont attribuées aux associations du territoire. Ici, on est vraiment sur l'objet de la convention d'objectifs qui nous lie à l'association. Est-ce que sur ce sujet, vous avez des questions? Je crois d'ailleurs, Jean-Paul et Emmanuel, c'est la seule association avec laquelle on ait une convention d'objectifs. Non, il y a l'ABE aussi. Ah oui, l'ABE aussi, mais qui est une association à part. Ouais. Sur le sport, c'est le tennis. Le tennis, je crois pas. Alors, c'est du moment que la subvention est supérieure à 22 000 euros. À 22 000, voilà, c'est ce que j'avais plus en tête. Ok, donc le tennis aussi. Alors. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette convention? Des oppositions, des abstentions? Merci. On a ensuite à approuver une convention qui s'appelle Alizé. Alors c'est un renouvellement de convention. C'est un programme qui est porté avec la CCI sur le territoire de la Savoie, sur une temporalité 2024-2026, en sachant qu'on est engagé, je crois, depuis que la Comcom existe quasiment, on est engagé sur ce programme qui vise pour mission à accompagner le développement et la création d'activités génératrices d'emplois, à soutenir les TPE et les PME en mobilisant les compétences et les moyens techniques, à accompagner les bénéficiaires, dit-on, de façon rapide et adaptée par des appuis en compétences, d'assurer localement la transparence du dispositif en se dotant des moyens de suivi, et puis en visant à la pérennité du dispositif, c'est précisément ce qui nous occupe, avec un renouvellement tous les 3 ans. C'est pour nous un engagement à 3 264 € pour une durée de 3 ans sur la période de 2024-2026, voilà, soit un montant annuel de 1088 €. Et ça s'inscrit dans nos compétences au titre de la compétence développement économique. Est-ce que ça appelle des remarques, des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. On en vient, Claude, au point numéro 8 avec... Oui, c'est tout simplement l'approbation des versements de la subvention liée à la convention d'objectifs justement pour l'association belliloise pour l'enfance. Et il s'agit d'un montant de 277 402 pour l'année 2024. On la verse en totalité tout de suite ou pas? Non. Je pense pas. Hein. Elle est fragmentée. Mais là, on approuve le versement de la totalité. Oui, après c'était l'exécution budgétaire, tout simplement.
Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions sur ce sujet? Fabienne, pas de remarques particulières? Des oppositions, des abstentions? Merci. C'est l'occasion de rappeler quand même le travail de proximité qui est mené avec la BE, notamment sur la partie de la petite enfance, qui a connu quelques soubresauts et ce qui a valu les accompagnements complémentaires qu'on a pu mettre en œuvre. Au point numéro 9, on reparle d'habitat avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPAH, sur laquelle on propose de s'engager pour renouveler cette OPAH avec des enjeux qui ont été définis et retenus comme prioritaires. L'amélioration du confort et la qualité du logement des ménages du territoire, l'amélioration de l'attractivité et la qualité du parc locatif dans le centre ancien, s'agissant de Moutier. C'est aussi pour nous un engagement du côté de la communauté de communes, avec des aides directes de notre collectivité pour le volet de lutte contre la précarité énergétique, le volet de rénovation énergétique des copropriétés, le volet de lutte contre l'habitat indigne ou très dégradé, la production d'une offre locative sociale et la lutte contre la vacance des logements et l'accompagnement sur l'organisation juridique des copropriétés et l'accompagnement sur les copropriétés dégradées. J'ajoute que dans ce cadre-là, on a un certain nombre de partenaires, dont le département, notamment sur le volet énergétique, où il y avait ce qu'on appelait le guichet unique préalablement, qui a changé de nom d'ailleurs, mais qui reste le même principe que le guichet unique. Comment tu dis, Jocelyne? Non, c'est encore, ça c'est État. Là, avec le département, on a le dispositif du guichet unique sur notamment les productions d'énergie et l'accompagnement sur le volet énergétique en particulier. Voilà. Est-ce que les communes, en fait, sur lesquelles je vois par rapport, comme je sais qu'au Belleville, par rapport aux propriétaires bailleurs, en fait, on a une enveloppe qui est dédiée pour ces propriétaires bailleurs. Est-ce que nous, il faut qu'on conventionne directement avec l'ANA ou ça passe... Non, de mémoire, c'est Sandra qui avait suivi ça. Eh bien là, je ne saurais pas dire. On a intégré les engagements des collectivités dans notre document global. Et ensuite, je crois que c'est une délibération annuelle qui permet d'apporter les soutiens des collectivités directement sur les projets. Oui, ça, j'ai souvenir qu'il faut que nous, on délibère aussi en complément en fait, de ce qui est écrit là. C'est ça. Mais je crois que la question n'est pas là. Non. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Nous, on a intégré. Sur les montants, voilà. Oui, c'est sûr, mais après, est-ce qu'il faut une convention? Pas de convention directe avec. Non, en fait, c'est exactement ce que dit Sandra. On a aujourd'hui notre engagement ici sur l'OPAH, c'est le cadre. Donc, on définit le cadre à l'échelle de la compétence habitat. Et ensuite, sur des volets particuliers, c'est chaque commune qui, par sa délibération, peut apporter le soutien complémentaire. Mais en sachant, et c'est ce que je disais, qu'on a intégré dans le dossier les engagements des collectivités dessus. Voilà. Donc là, on est sur un engagement sur la période 2024-2027. Voilà. Et on sert ça dans la compétence habitat, au même titre que le PLH. Oui, Claude? Oui, je voulais savoir au niveau du personnel de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a du personnel dédié pour l'habitat? Parce que c'est quand même un travail opiniâtre, long, enfin voilà, savoir s'il y a une équipe qui est dédiée à l'habitat. Alors, il y a un agent qui est dédié sur l'habitat. Je crois que vous aviez eu l'occasion de le rencontrer ici, non? Lucie Marquer, non? On n'avait pas fait une présentation du PLH où elle était venue, il me semblait? Non, je l'ai rêvé. Bon, en tous les cas, on a un agent qui est dédié sur cette mission-là. Et cet agent, il travaille avec nos partenaires autour, dont notamment les bureaux qui nous accompagnent, les partenaires qui assurent aussi de l'animation. Quand on parle des questions d'énergie, par exemple, c'est l'ASDER qui est notre partenaire. Quand on parle de l'accompagnement sur les dossiers,
c'était Urbanis, je crois, qui nous accompagnait également. Sur le volet État, on a 2 partenaires, et à chaque fois, il y a des moyens humains qui sont mobilisés dessus de nos partenaires. Du côté de l'État, c'est la DDT et l'ANA qui nous accompagnent également dessus. Voilà. Et puis pour le département, il y a également des moyens qui sont en accompagnement et qui je n'ai pas évoqué. Ah oui, Agathe, qui est en structuration, donc l'Agence alpine des territoires, qui est en structuration sur ce volet également de l'habitat. Voilà. Donc nous, on fait une animation de portée un peu généraliste, et ensuite c'est les partenaires qui font l'accompagnement des dossiers, et on fait notre accompagnement de la communauté de communes, c'est aussi sur des situations particulières, notamment sur des questions d'indignité par exemple, où du coup on mobilise des heures de notre agent de la Comcom directement dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce sujet? Donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Jean-Paul, on en vient au point numéro 10, avec l'entretien des sentiers communautaires. Alors, vous savez qu'on a signé des contrats sur 4 ans pour l'entretien de nos sentiers communautaires. Il y a 3 lots qui ont été déterminés. Il y a un lot, le lot 1 c'est Moutier et ses sommets. Le lot 2 c'est l'entrée de la vallée des Bellevilles, donc principalement Saint-Jean-de-Belleville. Donc la montagne est à Moutier, c'est ça? Et ses sommets. Et le lot 3 c'est la vallée des Bellevilles qui regroupe, puisque c'est ceux qui ont répondu se sont associés. Il y avait donc l'ONF et les guides des Bellevilles pour le lot numéro 3. Donc c'est une continuation de ce qu'on a fait l'année passée. Simplement, il y a l'actualisation des prix qui a été demandée, qui s'élève à 3%. C'est l'actualisation des indices qui ont été déterminés au niveau du contrat d'origine. Voilà, donc le lot 1 c'est 26 729,32, le lot 2 24 287,40 et le lot 3 partagé entre l'ONF pour 9 022,80 et la SAS Belleville Travaux Nature Loisirs pour 65 260,80. Tout ça sont des TTC, ce qui fait un total de 125 293,32. Voilà. Donc c'est l'entretien de nos sentiers pour cette année. Merci Jean-Paul. Donc là, on est dans un exercice sur lequel on est habitué de retrouver cette proposition et ces prestations sur l'ensemble des itinéraires. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? Oui. Quand on analyse les offres, ça peut interpeller un peu. Donc je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus précis dans votre cahier des charges. Parce que bon, c'est pas simple de ramener 100 km, mais on peut avoir du simple au double en prix sur les prestations. Donc je pense que ça mériterait qu'on aille un peu plus loin dans le cahier des charges et qu'on demande beaucoup plus de détails à ces prestataires. Parce que ça fait quand même une somme très importante. Pour l'entretien de sentier, ça fait quand même très cher. Ça mériterait qu'on soit un petit peu plus précis dans le cahier des charges. Ça, c'est un marché qui est passé pour 4 ans, si j'ai bien compris. Donc là, on a juste prévu une augmentation de prix. Il y a 135 km de linéaire, comme c'est indiqué. Oui. C'est mon avis. Non, mais la remarque, elle est évidemment très pertinente. Ça veut dire que bon, le marché est passé. Il faut qu'on les sensibilise sur le fait qu'on a besoin de pouvoir renseigner un peu plus, ce qui nous donne des éléments de comparaison. Il se trouve que là, on a des éléments de comparaison entre 2 prestataires. Donc, fatalement,
c'est tentant de regarder comment ça se traduit. Et évidemment qu'il y a des grosses différences. Donc, voilà, c'est plutôt là-dessus qu'il faut qu'on arrive à les sensibiliser pour qu'ils expliquent. Pour qu'ils expliquent ce qui marque les différences. Voilà. Nonobstant cette remarque pertinente, est-ce qu'il y a des questions complémentaires, des remarques? On va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Jean-Paul, on poursuit avec la mise en conformité ERP du gymnase Tartaras. Oui, donc, comme vous le savez, on va rénover le gymnase Tartaras au niveau énergétique. On vous propose de travailler pendant que le gymnase est fermé cet été, sera fermé cet été, qu'on fasse une mise en conformité de l'accessibilité ERP de ce gymnase. Donc, pour ce faire, nous avons confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société Batisafe, qui nous propose, pour 7 500 € hors taxe, qui nous propose des travaux à hauteur de 77 000 hors taxe au niveau AVP. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour rendre notre gymnase conforme aux obligations PMR. Et il y a aussi une autre chose qu'on a demandé à notre maître d'œuvre, c'est-à-dire de faire en sorte de demander aux SDIS l'exonération de construire un ascenseur entre le rez-de-chaussée et la salle du dojo. Oui. Parce qu'on va pas... ça va être sinon ça va être très coûteux. Donc, non, enfin c'est la sous-commission accessibilité. Accessibilité. J'ai pas dit le SNES, j'ai dit le SNIS. Enfin bref, sous-commission accessibilité. Donc notre maître d'œuvre va faire le dossier pour demander l'exonération de cet ascenseur. Il y aura certainement des compensations à avoir, donc on va attendre de voir comment ils vont réagir. Voilà, donc ces travaux seraient faits en même temps que les travaux de rénovation énergétique qui vont commencer, les travaux énergétiques, dans un mois, puisque ce matin, nous avons eu la réunion de démarrage de chantier et qu'il y a un mois pour la mise en place du chantier sur place. Très bien, merci Jean-Paul. Est-ce qu'il y a sur ce point des remarques ou des questions? On est dans l'amélioration continue de nos équipements. Donc le mettre aux voix, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Alors on poursuit, si vous voulez bien, avec le point supplémentaire qu'on a ajouté là en début de séance, qui concerne, alors tu me complètes Françoise et Emmanuel, vous avez les chiffres aussi pour nous compléter, sur les anciens termes de Salins, pas les anciens, mais les anciens tout court, quoi. Le bâtiment des termes. Voilà, le bâtiment des termes. Beaucoup de questions s'étaient posées. Vous vous souvenez qu'on avait même identifié ce dossier concernant la compétence économique et les potentialités du bâtiment, en se disant qu'un projet à l'échelle communautaire eût été possible à un moment donné, ce que nous avions abandonné. Et sans refaire toute l'histoire, il a été identifié ces derniers mois une opportunité de pouvoir réaliser à cet endroit-là un centre de rééducation, reconstruction pour les sportifs de haut niveau et notamment tout ce qui est de la remise en état de l'appareil locomoteur. C'est quelque chose qui n'existe pas sur notre territoire alors qu'il y a des besoins et on retrouve notamment des skieurs
chaque année à l'autre bout de la France, sur la côte ouest en particulier, parce qu'ils ne trouvent pas ce genre d'activité sur notre territoire. On a donc, je rappelle que le bâtiment est une propriété aujourd'hui de la commune de Brides-les-Bains sur le territoire de Salins-Fontaine, et donc on a à trois, entre la communauté de communes et puis la ville porteuse de l'hôpital de Moutier, la commune de Salins et la commune de Brides-les-Bains, entrepris un certain nombre d'échanges visant à explorer cette possibilité de réalisation à cet endroit-là d'un centre de cette typologie. Ce qui est apparu comme pertinent, voilà. Et qui a été confirmé en termes d'intérêt par le CHAM, le centre hospitalier Albertville-Moutier, considérant que ça pouvait être un point d'appui supplémentaire et une bonne complémentarité de l'offre hospitalière du territoire. Et on a eu aussi une marque d'intérêt très vive de l'Agence régionale de santé. Étant précisé qu'à partir du moment où ce projet il peut recevoir un agrément, eh bien la réalisation, elle devient hospitalière et pas à la charge des collectivités, naturellement, puisque ça devient un projet hospitalier. Sur cette idée, ça entraîne une révision du projet régional de santé, qui, lui, est le guide, en quelque sorte, qui permet de dire quels sont les services qui peuvent être mis en œuvre sur les territoires à l'échelle régionale. Et il est prévu qu'un SSR orthopédie, comme c'est précisé, est prévu d'être installé sur notre territoire sur la période 2023-2028. Donc, on est dans un moment où il y a entre guillemets, une fenêtre de tir, où on a la possibilité de candidater pour qu'un équipement comme celui-là vienne s'installer sur notre territoire. On a évidemment une chance complémentaire par rapport à tout le monde, c'est que l'eau thermale peut être versée au dossier, sans mauvais jeu de mots, pour qu'elle vienne aussi en accompagnement de cette reconstruction des sportifs ou de potentiellement ceux qui auraient besoin d'une reconstruction. On a l'entrée des sportifs parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin sur les athlètes de notre territoire. Ça peut être aussi une reconstruction après un accident de tout à chacun. Donc voilà en tous les cas le projet en tant que tel. Ce qui nous fait en parler aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un truc qui est sorti de notre petite cervelle. On a été accompagné par des professionnels, notamment un gars qui s'appelle Masson, monsieur Masson, et un professeur de ces disciplines médicales qui s'appelle le professeur Lapère. Les deux ont travaillé d'abord pour la commune de Brides, qui a été plutôt initiateur dans ce dossier. On arrive maintenant dans un moment où le projet, il n'est pas un projet bridois, mais plutôt un projet de territoire, en sachant que l'équipement, il est sur notre territoire communautaire, puisqu'il est installé sur la commune de Salins. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, ce soir, si vous en êtes d'accord, se porter fort dans ce dossier, ce qui avait fait l'objet d'une réunion d'ailleurs la semaine dernière, où les membres du bureau étaient associés, les communes qu'on a évoquées étaient également associées, et où une marque d'intérêt général a été portée sur ce dossier, pour dire qu'à un moment donné, il faut qu'on structure la manière d'avancer. On est dans un moment où, si on décide d'y aller, il faut qu'on dépose un dossier, et c'est précisément ce qu'on attend de M. Masson et de M. Lapère, qu'ils déposent un dossier qui nous permet d'aller chercher cet agrément. Il y a une véritable opportunité, puisque le schéma régional de santé a ouvert une possibilité, et qu'il y a en gros on sait qu'une implantation est possible sur notre territoire de la Tarentaise. Ce qu'il faut aussi qu'on ait en tête, c'est qu'il y a visiblement, potentiellement, dans la nature, plutôt vers la Haute-Tarentaise, un deuxième candidat. Et donc, il ne faut pas qu'on perde de temps. On a un calendrier sur lequel on sait qu'il faut répondre avant le mois de septembre, avec des travaux qui sont à faire déjà dans cet instant, d'ici le mois de juillet, pour que notre dossier puisse être déposé au mois de septembre. Et il y a ensuite une étape complémentaire à travailler d'ici le mois de mars 2025 de mémoire. Tout ça pour dire que ce soir, on est invité, à constater
qu'on a un intérêt à y aller, qu'on se porte fort du côté de Cœur de Tarentaise pour porter le dossier, et tout de suite qu'on aille solliciter un financement du côté du département. Vincent et Fabienne étaient présents à cette rencontre la semaine dernière, et on a vu qu'il y avait une petite opportunité d'aller chercher un financement en accompagnement du côté du contrat départemental. Donc l'idée, c'est, si vous en êtes d'accord, en constatant qu'on peut être porte-fort, eh bien, délibérer pour se dire qu'on va déposer un dossier au titre du contrat départemental et que c'est la délibération d'aujourd'hui qui viendrait accompagner ce dossier de demande de subvention. Voilà en gros, moi, ce que je peux vous en dire. Françoise et Emmanuel, ensuite, qui nous donnera les chiffres associés à l'étude en question. Françoise. Oui, parce qu'en fait, il y a trois phases. D'abord, il faut que tu mettes ton micro. Pardon. Donc, Monsieur Masson nous a proposé 3 phases. Il faut vraiment déposer le dossier en septembre. La première phase, eh ben, c'est le projet médical. La deuxième phase, ça va être le projet juridique et financier. Et puis pour le dépôt impératif en septembre. Ce qui est intéressant chez nous, encore une fois, c'est qu'on a le bâtiment. Il n'y a pas de création de bâtiment. Donc, comme le disait Vincent Roland, on est tout à fait dans le cadre du ZAN. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une opportunité. Ce bâtiment, il est visible, il est vraiment bien implanté. Donc, il n'y a plus d'hésitation à lancer ce projet. Et effectivement, ces 3 phases, projet médical, projet juridique et le dépôt, c'est scindé donc en trois montants, et ce qui fait en fait un total du projet d'environ, ça fait 80 000 euros, quoi. Ça fait 78 pour la... Donc il va, dès qu'on aura acté, il pourra partir pour travailler en urgence, parce qu'il y a quand même une urgence particulière. Ça va être un travail titanesque, donc il faut vraiment qu'on valide pour qu'il puisse travailler dessus. Donc la première phase, c'est trop petit pour moi, ça doit être de 27 000, non? Sur la phase 1, on est à 23 520 euros, donc à déposer en mai 2024. Sur la phase 2, on est sur un montant de 31 680 euros, donc à déposer juillet 2024. Et sur la dernière phase, donc c'est plutôt mars 2025, on est à 17 580, ce qui permet d'avoir un global sur la totale de la mission de 60 650 hors taxes et 72 780 TTC. Merci. Voilà, en gros, les éléments. Donc, ce qui est proposé ce soir, il faut qu'on en débatte naturellement, mais c'est d'abord de se porter fort pour aller dans cette démarche, qui semble être quand même une opportunité pour notre territoire. Et ensuite, de délibérer pour solliciter un financement du contrat départemental, en sachant que nous, on aura quelques petits sujets financiers, Claude a regardé derrière, notamment sur la phase 24, parce qu'il y a du 24 et du 25, donc avec une segmentation des financements. En tous les cas, auprès du contrat départemental, l'idée, c'est de solliciter sur la totalité de l'étude, c'est-à-dire les 78, si j'ai bien compris là. Voilà. Et Claude disait, on regardera aussi si on ne peut pas aller du côté de leader. Marque utile. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en précision complémentaire? Désolé d'avoir rajouté ce point, mais c'est vrai que c'était arrivé un peu sur la ligne d'arrivée. Hein. Et on serait en concurrence avec l'autre projet ou pas? Oui, on est en concurrence avec l'autre projet. Alors aujourd'hui, on n'a pas... c'est un peu le jeu de poker menteur, parce qu'ils doivent savoir qu'on y travaille, on sait qu'ils y travaillent. En l'occurrence, c'est l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. De toute façon, il y aura un choix entre les deux. Et il y aura, par contre, il n'y en aura qu'un sur les deux au final. Voilà. Donc si on fait l'étude, on a perdu, quoi. Enfin, si on fait l'étude et qu'on n'est pas retenu, on a perdu, effectivement. Et, on a les 70 et on aura payé pour voir, mais pas mieux. Voilà.
L'idée, c'est de gagner, évidemment. Et de partager, évidemment, quand je dis on se porte fort, c'est pas on paye tout seul, hein, on partage avec Bride. Bah oui. Voilà, bien sûr, non, mais évidemment. Notre Notre point fort, c'est l'eau, évidemment. Notre point fort, c'est l'eau. En fait, c'est un petit cap breton. des JO 2030 aussi. C'est un petit cap breton. À la base, C'est un petit cap breton, exactement. C'est Cap Breton le modèle hein, sur cette affaire. Ok, ce que j'ai compris. Je voulais pas les citer, mais... Ouais, mais bon, c'est rien, on peut le citer, non? Oui, Il y a Hauteville, après il y a Hauteville aussi. Il y a Hauteville. Il y en a plein. Bah, la référence, c'est quand même plutôt Cap Breton, je crois. Enfin, moi, je suis jamais allé, mais quand on en parle, c'est ce qui semble. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Sandra. La différence par rapport à ce qui avait été à l'origine proposé par l'ARS, c'est le lieu et puis le service plutôt orthopédie et handicap aussi. C'est ça la différence? La différence. Parce qu'à l'origine, il y a déjà longtemps, l'ARS avait toujours dit qu'on allait faire quelque chose. On comme est sur le même sur socle Moutier, de ce projet un peu historique. Ouais. Il ne faut pas que ça soit dédié non plus qu'aux athlètes de haut niveau, parce que... Non, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, oui, mais... Toute la casse faut vraiment locomoteur. le préciser, parce que... En fait, sur le territoire, avant de donner la parole à Daniel, sur le territoire, aujourd'hui, on a nos lycées qui font le job de préparation, on a le comité de ski de Savoie, on a le CNSHN à Albertville, on a le service de médecine du sport à Albertville avec des équipements qui n'existent pas jusqu'à très loin sur le territoire, notamment sur l'appareil d'isocinétique. Il nous manque cette unité de reconstruction locomoteur. Voilà. Donc voilà, ça nous permettrait, et ça on le met aussi comme un argument en faveur de notre dossier, sur un territoire qui reste finalement contraint, Albertville ici, par rapport à l'hôpital, le CHAM, qui reste la même aussi unité foncière, la même unité d'organisation de l'hôpital Albertville-Moutier, c'est la même chose, ce qui n'est pas le cas d'Albertville, ce qui n'est pas le cas pour Saint-Maurice, décidément, pour lequel on est sur une autre entité, et puis la question de l'eau thermale, comme ça a été rappelé. Daniel? Quel est le rôle et l'intérêt de ces deux médecins? Ils sont en accompagnement, ils portent le projet Ils sont juste en accompagnement, on pourrait considérer que c'est notre bureau d'études. Voilà. Voilà. Ils ont simplement dans leur CV, dans leur expertise, les compétences les plus adaptées pour accompagner ce genre de dossier. Ils ne sont pas partie prenante. Ils ne sont pas partie prenante, non. Ils sont vraiment, leur mission, elle est vraiment sur cette partie-là d'accompagnement en amont. C'est des toubibs spécialisés? Oui. Il y a leur CV là dans le dossier. Professeur Lapère, là, oui. Enfin, j'ai assisté. En fait, son rôle, c'est de fédérer, ce qui m'a marqué, c'est qu'il disait de fédérer le monde médical sur le projet et de faire en fait un peu influence pour que ça se fasse sur ce territoire-là. Après, je note que quand même 2 fois, il y a eu l'argument de ce que devait l'ARS à Moutier par rapport à ce qu'elle a perdu. Non, mais l'ARS ne doit rien à Moutier. Alors, non, mais je dis ça hors PV, parce que, mais il faut se méfier de tous les mensonges qui ont été racontés quand même sur le sujet. Parce que l'ARS devait à Moutier. Non, mais l'ARS n'a jamais dit qu'il ferait ça à Moutier. Ah ben tu vois, j'avais ça en tête aussi. Non, il y a un projet sur lequel on a travaillé. L'ARS n'a jamais dit ça. L'ARS s'est engagée sur comment ça s'appelle le CAM, le centre d'accueil médical. Ça, c'est un engagement de l'ARS. Il y a un engagement de l'ARS qui est arrivé bien plus tard sur la question de la restructuration de l'hôpital et le projet sur lequel on travaille actuellement. Mais l'ARS ne s'est pas engagée sur autre chose que ça. Je précise, ce que j'avais compris, c'est plus par rapport au manque, au projet de départ, notamment par rapport à l'hôpital et à la grosse perte au niveau santé qu'a le bassin moutien. Et donc c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Donc en fait l'atout, c'est que le bâtiment, si le projet se fait, il aura toujours dans la continuité de son existence, c'est-à-dire le soin, d'une certaine manière. Après, ça vient donc compléter l'offre qu'il y a déjà, mais jusqu'à Albertville, et le fait aussi qu'on a perdu beaucoup et qu'il pourrait quand même faire un effort. On est complètement d'accord sur cette dimension-là, effectivement. Et ça a pesé, Françoise peut le dire, dans les échanges qu'on a eus quand le directeur départemental de l'ARS est venu nous rencontrer. On lui oppose évidemment cette dimension-là, pour laquelle lui d'ailleurs il n'y est pour rien, puisqu'il est arrivé il y a 1 an et demi. Mais...
Claude, oui. Ce que je voulais dire aussi, il y a la SET qui est très impliquée. Oui. Eux, ils veulent vraiment, enfin la société de Géothermale. Ouais. Ah oui. Parce qu'ils se rendent compte que C'est les termes. avec la Sécu, ça pas trop. Le thermalisme. Mais ils sont pas tant sur ce projet-là. Hein. Ils sont pas, Là, on est sur un projet hospitalier. Hein. C'est un centre de parce que rééducation. la C'est un centre de rééducation. c'est l'établissement c'est la DSP qu'ils ont avec Bride, et la 7 c'est celui qui exploite actuellement donc à Salins la piscine. Oui. Et puis les thermes, enfin et à Bride, la piscine exploitée par la 7 qui a une DSP donc entre la commune et la 7. Mais la 7 ne rentre pas dans ce projet-là. C'est plus du tout c'est pas un projet de thermalisme avec la 7. On est vraiment dans le cadre de la santé. La santé avec. On est vraiment dans le bâtiment qui est désaffecté, enfin désarmé de la question thermale aujourd'hui. Hein. On a une enveloppe foncière qui est intéressante et patrimoniale, hein, on peut le voir comme ça, mais en tous les cas pas avec cette dimension thermale. Par contre, usage de l'eau, puisqu'elle est à proximité et que ça c'est complètement possible. Ce qui complète donc avec Moutier, le balnéo, on est privilégié dans ce projet d'avoir donc la piscine qui peut compléter le balnéo. Par rapport à la léchère aussi, je veux dire, on Oui, est territoire qui est en lien, éventuellement, aussi. Certains, je crois qu'on soigne aussi les rhumatismes à la léchère, pourquoi? Enfin, je veux dire, Oui, ça non, me mais semble cohérent, ça a du sens. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un projet, c'est pas un projet typique communal, c'est vraiment un projet de territoire. De développement économique. Là, de toute façon, une commune ne peut pas y aller tout seul et il n'y a aucun intérêt à ce qu'une commune tout seul. Elle va se planter et puis c'est infaisable, et après du coup ce bâtiment il va faire comme les autres, il va tomber en ruine, et puis après c'est un bâtiment qui peut être amené à avoir une activité économique autre que la santé, donc il faut que ça reste un lien avec le bien-être, avec la santé, avec la piscine, avec les soins. Et encore, le résultat, la conclusion, c'est qu'il y a de la demande. Il y a des besoins, il y a de la demande. Hubert. Non, rien, tu parlais de poker, mais bon, on fait tapis, puis c'est bon, hein. On y va. On lance les dés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce sujet? Non, mais je pense qu'on pourrait rajouter, enfin, parce qu'il y a la question de Bride, en fait, le bâtiment, comme j'ai compris, pas pourquoi il y a Bride dans l'histoire. Parce que c'est leur propriété. Voilà, ils leur appartiennent. Et je pense qu'on pourrait rajouter aussi que les élus de Bride souhaitaient pas le vendre n'importe comment, ils avaient le souhait aussi que ça se fasse dans ce sens-là, le projet, voilà. On a quand même passé pas loin de la correctionnelle, hein, sur la vente du. D'accord. Il avait été vendu, hein, à un privé. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Oui, mais la source, elle n'est pas dans le bâtiment. Hein. Oui, mais je veux dire, elle arrive toujours, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais Françoise, elle la surveille tous les jours. Françoise, elle surveille les deux puits tous les jours. Les trois sources. Il y en a trois sources. Celle ferrugineuse, moi je pensais, quoi, celle qui sort. Ah oui, non, mais et puis là, comme les thermes, ils sont fermés, ça part, ça augmente l'eau de la rivière qui fait déborder les C'est ça. Quand tu penses à l'eau ferrugineuse, tu penses à Fernand Reynaud. C'est l'eau rouge dans laquelle on a développé. C'est ça. Je vois que les plus jeunes n'ont pas souri. Tout est normal. Très bien. Bon, je vous propose donc, pour ce qui sera de notre PV, de notre délibération, qu'au PV, on reprenne évidemment ce qu'on s'est dit là, qu'on constate, si vous en êtes d'accord, un avis favorable de se porter fort sur ce dossier dans la phase des études, et si vous en êtes d'accord également, qu'on ajoute une délibération dans laquelle on sollicite un soutien du contrat départemental, et on peut élargir et de tout autre financeur,
ce qui nous permettra d'aller aussi un petit peu plus loin. Est-ce que ça appelle des oppositions ou des abstentions? Très bien, je vous remercie. Donna, on enchaîne avec un sujet à la fois très simple, mais aussi d'une grande complexité, qui est l'approbation de la convention entre notre communauté de communes et la compagnie Complexe Capharnaüm. Donc en fait, c'est dans le cadre de la 3e convention d'éducation aux arts et à la culture vers un projet culturel de territoire que nous avons lancé un appel à projet en 2023 et que nous avons retenu le collectif, la compagnie Complexe Capharnaüm en fait, qui sera sur le territoire jusqu'en juillet 2025. Alors cette résidence, elle s'appuie en fait sur la thématique que nous avons définie, qui est Imaginons ici et comment. En fait, tout simplement, c'est une thématique qui découle du travail artistique qui avait été mené par le collectif L'Endroit de 2019 à 2021, où on questionnait effectivement les habitants sur le rapport qu'ils entretenaient avec leur territoire. Et donc, sur cette thématique, la compagnie a repris une sous-thématique qui est le fil de l'eau, en fait. Comme le fil de l'eau, en fait. Sur le territoire, du haut de la vallée jusqu'en bas. Donc voilà, c'est un sujet qui est central sur le projet, puisque l'eau, on le sait, sur l'économie touristique, sur les industries, sur les besoins des habitants. Voilà. Donc ils ont vraiment souhaité partir sur cette thématique. Donc on a déjà de nombreuses actions, vous l'avez vu dans la convention, qui sont notées dans cette convention et des actions qui seront déployées sur le territoire. On a déjà eu une intervention qui a eu lieu début avril sur le collège Jean Rostand avec des classes de 4e et des internes, mais également des classes de 5e qui ont été impliquées en fait sur ce dispositif avec de la collecte de récits réels, un petit peu imaginés, aussi de la collecte d'images aussi. Voilà, puis avec une journée assez phare, c'était le 11 avril. Moi, j'ai pas pu y aller, je sais pas si tu as pu participer. Enfin, je sais pas si. J'ai vu l'après-coup. Tu y étais ? Ouais, voilà. Donc apparemment, c'était quand même assez fort. Et donc ce travail va servir, en fait, vous allez le voir dans la convention, ce travail va servir, ce travail d'écrit pour des gazettes qui seront publiées. Donc on en compte 4 dans le projet. 4 gazettes, et puis alors le plus important, c'est vraiment de pouvoir en fait fédérer les habitants autour de ce projet. On va travailler, la compagnie travaillera aussi avec les EHPAD, avec l'EHPAD des Cordeliers et puis notre foyer normalement sur des ateliers d'écriture. Voilà, donc on est toujours sur un projet de territoire qui ressemble quand même, on va essayer de le faire ressembler quand même à celui au précédent, en tout cas pour qu'il y ait une continuité, en tout cas dans les thématiques qui ont été engagées. Projet qui appelle un peu de notre vigilance quand même, parce que la question de la gazette, là, je suppose qu'on prépare peut-être parfois les messages qui peuvent être diffusés. L'idée, c'est pas de freiner la créativité sur des sujets comme ceux-là, mais on est quand même garant des messages qui doivent être diffusés, sur lesquels il faut que ça reste en équilibre par rapport à nos territoires, de voir comment fonctionne notre économie, quelles sont les trajectoires qu'on souhaite donner, et voilà, parfois avec des artistes venus d'ailleurs, ça suppose quelques petits temps de prudence et de vigilance. Voilà. C'est exactement ça. Parce que le collectif GRAF, groupe de recherche et d'action pour le futur, nécessite quelques petites vigilances sur lesquelles on a travaillé encore cet après-midi. Et voilà, je vous le dis simplement, je pense qu'il faut délibérer à l'unanimité dessus, mais avec quand même une certaine prudence. Il faudra, de toute façon, il y a des choses qu'il faudra qu'on recadre. Et il faut, tout en laissant la créativité, ne pas laisser la bride sur le cou et garder un peu l'escourte, quoi. Voilà, et je le dis, comme nos propos sont consignés, ça permettra aux artistes
d'avoir aussi la position de notre Assemblée. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de complexe Capharnaüm? Alors, je vais donc le mettre aux C'est voix. le chantier. Pardon? Si ça devient un chantier, on ne pourra pas se plaindre, hein, Capharnaüm. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit complexe Capharnaüm, j'ai pas dit Capharnaüm complexe. Après, je voulais juste peut-être rajouter ce qui est quand même intéressant, en tout cas, c'est sur les actions qui ont été menées sur le collège, c'est qu'on est en train vraiment de croiser les dispositifs, hein, puisqu'on était sur les dispositifs artistes au collège, et qu'aujourd'hui, en tout cas, on mutualise quand même les financements, on mutualise les actions, on arrive à amener des actions qui sont beaucoup plus coordonnées malgré tout, voilà, sur les politiques culturelles qu'on veut mener sur les territoires, entre ce qui se passe dans le cadre de l'éducation nationale, ce qui se passe nous sur nos territoires en tant qu'habitants. Et je pense qu'en tout cas c'est intéressant. Mais l'enjeu, l'objet, l'esprit est absolument louable. C'est parfois un peu la ligne éditoriale sur laquelle il faut qu'on ait des vigilances, mais en tous les cas, le reste, il faut vraiment saluer la manière avec laquelle tout ça a avancé sur notre territoire. C'est remarquable. Et je crois que je l'ai dit déjà la dernière fois, mais ce sera l'objet le 17 mai de saluer justement cette labellisation du territoire 100% EAC, enseignement aux arts et à la culture, sur notre territoire, ce qui est un label qu'on retrouve à peu d'endroits globalement. Il y en a une dizaine simplement en région. On doit être les seuls, ou peut-être 2 en Savoie, donc voilà, ça mérite quand même d'être remarqué. Sur cette convention, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On poursuit, Donna, avec quelque chose de beaucoup plus sage, qui est la musique ancienne. Oui, alors après, on a 3 demandes de subvention. Passe les 3, présente voilà. les 3 si tu veux. Donc une première demande de subvention à hauteur de 4 000 €, en fait, c'est pour le projet de soutien à la musique ancienne, dans le cadre en fait, du partenariat qu'on a avec le centre de rencontre d'Ambronay, hein, sur le festival baroque. Donc c'est simplement voilà, solliciter la région, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, sur ce montant de subvention. Tu peux peut-être présenter les 3 Oui. Comme ça, Alors juste pour information, donc, alors, je me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire, je ne me rappelle plus les dates. Je sais que le concert de musique ancienne aura lieu à Haute-Cour cette année. J'ai un trou de mémoire là, juste. En tout cas, voilà, c'est courant mai. On aura une résidence d'artistes avec un ensemble de musique ancienne sur l'école des arts, hein, juste avant. Voilà, donc ça c'est important aussi de le souligner. Ensuite, on a également une demande de subvention auprès de la région à hauteur de 5 000 €. Donc ça, là, c'est pour le projet de fanfare New Orléans, voilà, dans le cadre du festival de street art, hein, et également avec l'implication de l'école des arts, hein, sur ce projet. Et puis, on a la dernière demande de subvention, un peu plus importante aussi au niveau de la région. 15 000 € hein, pour la programmation culturelle, la saison culturelle. Voilà. Le 3 mai. Le 3 mai à Haute-Cour. Le 3 mai à Haute-Cour. Voilà, festival voilà, dans le cadre de l'ensemble de musique ancienne. Merci Donna. Donc on a 3 délibérations là, qui viennent d'être rapportées. Musique ancienne, street art et New Orléans. Est-ce que sur ces 3 sujets, sur ces 3 demandes de subvention, en fait, il y a des questions, des remarques? On peut peut-être les voter en bloc, si vous voulez, parce que le sujet est quand même un peu le même. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Je profite du fait que tu aies parlé des musiques anciennes pour donner une première information complémentaire. C'est que le groupe qui se produit, en général, il bénéficie du label e-emerging. Ça veut dire que c'est des jeunes artistes en devenir qui bénéficient d'un soutien de l'Europe. On a parlé de Leader et du FEADER, c'est encore l'Europe. Et je voulais vous dire qu'on organise le 27 mai à 19 h une réunion d'information, alors totalement apolitique et toute très objective, avec la Maison de l'Europe à Albertville, pour sensibiliser à la question de l'Europe, à quoi sert l'Europe, à quoi servent aussi les élections européennes du mois de juin.
Je crois que ce n'est pas inutile de sensibiliser sur ce sujet-là et de ne pas juste aller faire un vote parfois contestataire d'ailleurs, parce que comme c'est loin, on pense que ça n'a pas d'intérêt. Et donc de pouvoir aller se frotter à la pertinence de l'échelon européen. C'est Henri-Georges Brun, certains d'entre vous doivent le connaître ici, qui est le président de la Maison de l'Europe à Albertville, qui sera l'orateur dans ce cadre-là. Il sera peut-être accompagné de leurs jeunes volontaires. En général, ce sont des jeunes allemandes ou allemands qui participent dans ce cadre-là. Et on a proposé au collège et au lycée d'avoir un temps de présentation aussi qui leur soit dédié. À 19h, ce sera tout public, et donc plutôt, on va dire, public adulte. Et on propose un temps avec les jeunes, qui serait plutôt en fin d'après-midi, le cas échéant. Voilà. Et j'évoque ça parce qu'il y aura un petit accompagnement sur les défraiements qu'on fera dans ce cadre-là. C'est un sujet qu'on avait évoqué au bureau. Mais je crois qu'on a vraiment besoin de faire cette forme d'éducation à la question européenne quand même. Voilà. Donc ça, c'est le 27 mai à 19h. Et ça se fait à la salle Ramaglia à Moutier. Le 3 mai, le concert donc à Haute-Cour. Le 15 mai, prochain bureau communautaire. Le 28 mai, un conseil communautaire à Saint-Martin. Sans le maire ? Ça sera sans le maire. On peut déplacer si tu préfères à un autre moment. À tous mes collègues. En tous les cas, c'est ce qui est prévu comme ça. Bon, s'il y a des ajustements, on vous le fera savoir. Je voulais vous dire un mot aussi de l'Assemblée générale des communes, qui est programmée la semaine prochaine, le 30 avril à 19h. Ça sera à la salle des fêtes de Moutier. Je le redis ici, c'est bien à l'adresse de tous les élus municipaux. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir auprès de vos collègues. L'échelon communautaire, c'est parfois comme l'Europe. Donc, on ne sait plus à quoi ça sert. Et puis, quand ça ne marche pas, c'est de la faute de l'échelon qui est le plus éloigné. Donc, la Comcom, quand c'est des sujets locaux, l'Europe, quand c'est des sujets nationaux, ça nous va bien de toujours envoyer la patate chaude. C'est l'occasion pour l'ensemble des collègues d'avoir un petit point à date de la manière avec laquelle ça fonctionne, des projets sur lesquels on est engagé. On va organiser ça de manière très dynamique avec évidemment les vice-présidents, mais aussi des présentations qui seront faites sur le plan technique par nos agents dans les services, nos responsables de service, sur les différentes compétences de la communauté de communes, pour que voilà, on soit vraiment dans un espèce de ping-pong où on donne un maximum d'informations, on puisse répondre aussi aux questions qui sont posées, et puis que nous, finalement, on puisse répondre aussi pourquoi parfois on a fait tel ou tel choix, telle ou telle orientation, entre guillemets, politique de notre collectivité. Ça, c'est important. Je crois que l'ensemble des élus municipaux puissent vraiment profiter de ce moment-là. Ce ne sera pas rébarbatif et long. Ce ne sera pas chiant, quoi. Donc, il faut qu'ils viennent. Non, mais voilà, je le dis parce que parfois, on se dit, ce truc-là où on va écouter pendant 2 heures et où ça nous barbe et on s'endort. L'idée, on y a retravaillé un petit peu avec Emmanuel cet après-midi, c'est qu'on soit dans quelque chose de dynamique, où nos agents vont aussi intervenir pour présenter ce sur quoi ils travaillent, que nous, on puisse les élus compléter par rapport au choix qu'on aura fait à un moment donné en orientation. Mais voilà, l'idée, c'est que le truc soit dynamique. Les services ont travaillé sur 2 diapos sur chacune des compétences, c'est ça, hein, Emmanuel? C'est 10 minutes à chacun de nos agents. Donc voilà, l'idée, c'est que le truc puisse vraiment dérouler et que ça soit un moment d'échange et de prise d'information pour l'ensemble de ceux qui ne sont pas forcément aux prises au quotidien avec la communauté de communes. Et pour ceux qui ont la chance d'être des élus qui siègent au conseil communautaire, eh ben, ce sera une bonne remise à niveau et l'occasion de poser des questions pour tous les sujets que vous souhaitez. Voilà. Hubert, il y a une question qui te brûle, je vois. Non. Ah non, non. Ah bon? Non, Ah mais c'est Sandra, alors j'ai un problème. Il me disait qu'il ne sera pas là. Oui, tu parlais donc de l'Europe et je ne sais pas si vous avez entendu le sondage ce matin sur le nombre de Français informés sur le vote. Qui viendront. 7 Français sur 10 ignorent la date, ils ignorent même les élections européennes. Ben oui. 7 sur 10. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité, je pense, au niveau de nos collectivités, qui est de faire savoir comment ça fonctionne. Et cette... On peut parler. Hein.
Oui, on en entend un peu parler, mais pas forcément sur les sujets. On nous rabâche les sondages, mais on ne nous dit pas tant ce que l'Europe peut faire pour nous. Alors que l'Europe est en réalité partout dans nos vies, quoi. C'est un sondage chez les jeunes. Ouais. Et la réunion là dont je vous parlais le 27 mai à 19h, elle est ouverte à tout le monde. Hein. C'est une réunion publique. Hein. Donc il y a un visuel d'information qu'on va vous... Alors d'ici le 27 mai, on a encore un peu de temps, hein, mais qu'on va envoyer dans toutes les communes et vraiment diffusez-le parce que c'est un sujet, je crois, qui mérite qu'on remplisse la salle. Hein. Voilà. Sandra. Oui, le 30 avril, ce sont que les élus qui sont invités. Oui, alors, c'est tous les élus municipaux. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à inviter tous les habitants? Alors, pas sur celle-ci en tous les cas. Parce que là, on est vraiment sur un format où c'est à l'interne, je veux dire. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait favorable. On l'a fait d'ailleurs hein, pendant des années. C'est la période Covid qui nous a plutôt arrêté de le faire. Mais on l'a fait pendant des années, cette présentation au grand public, où en réalité, on n'a jamais eu beaucoup de monde quand même. Mais je suis tout à fait prêt, moi, à ce qu'on refasse avec les beaux jours un cycle d'information au public, au grand public, bien sûr. Mais pas le 30 avril. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions diverses? On a épuisé l'ordre du jour, plus la délibération complémentaire, plus les quelques points d'information. Est-ce que vous aviez, vous, de votre côté, des sujets complémentaires à partager? On a fait le tour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et rendez-vous pour notre prochain conseil communautaire qui devrait être le 28 mai à Saint-Martin. C'est ça.